Hello à tous, nous revoilà pour une nouvelle vidéo du rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous. Donc ça faisait plusieurs semaines que j'avais pas pu en tourner parce que soit j'étais en vacances, soit j'avais pas le courage, soit j'avais pas le temps. Donc là finalement, comme la dernière vidéo remonte au 1er avril, je vais vous faire un petit bilan de ce que j'ai lu ce mois-ci. Donc ça se résume à 4 livres. Je vais également vous présenter ma lecture en cours et la lecture qui suivra après. Mais avant ça, j'aimerais juste faire une petite parenthèse sur le fait que j'ai changé d'adresse de blog. Voilà, donc ça s'est fait en milieu de semaine. Suite au changement de la mise à jour d'Overblog, j'ai eu beaucoup de mal à me resituer et je n'arrivais pas du coup à retrouver mes repères et ça faisait déjà un moment que je pensais à changer de plateforme et aller sur Blogspot. Donc c'est la plateforme fournie par Google sans réussir à sauter le pas. Parce que c'est vrai que c'est voilà le blog de Petit Elfe, c'est mon tout premier blog réel sur lequel je m'investis énormément, où mon ami aussi a beaucoup donné de lui-même au niveau du design, etc. Et du coup, j'étais particulièrement attachée à ça. Mais bon, là, je me suis dit, c'est pas grave, on reprendra tout à zéro sur Blogspot. Et puis, il y a pas mal de choses qui me plaisent déjà sur cette plateforme. Et voilà, j'essaie de tout de suite me mettre la main à la pâte, etc. Alors la seule difficulté, c'est de transférer tous les articles parce que le lien d'export de Overblog ne fonctionne pas. Donc je peux rien importer sur Blogspot, donc je pense qu'il va falloir que je me paluche tout ça manuellement et que ça risque de prendre du temps, donc je ferai ça progressivement. Ce qui est dommage, c'est que je vais perdre tous les commentaires en faisant ça, mais bon, je laisse quand même ouvert mon blog sur Overblog. Voilà, donc si jamais, n'hésitez pas à relaisser des messages sur les articles que j'ai pu publier, je viendrai vous répondre. Voilà, il n'y a pas de souci. Et je vous mettrai le lien vers mon nouveau blog dans la barre d'adresse de la vidéo. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Autrement, donc parlons livre, parlons livre. Début avril, je vais vous laisser avec le tome 1 de Rebecca Keane, Traqué de Cassandra O'Donnell aux éditions J'ai lu, collection Darklight. Donc Rebecca Keane, c'est de l'urban fantasy. Euh, on rentre directement dans le sujet. O'Donnell ne fait pas de préliminaire sur l'univers, donc je pense qu'il faut avoir déjà quelques bases dans ce milieu pour pas être complètement perdu au niveau des coutumes et des traditions, que ce soit des loups-garous, des vampires, des démons, des chamans, des sorcières. Voilà, parce que elle fonce directement dedans. Donc Rebecca, c'est une sorcière qui vient d'un peuple français et qui s'est enfuie il y a 10 ans et qui est partie donc vivre aux États-Unis. Elle pense être dans un petit village assez tranquille et en fin de compte, elle se rend compte que c'est peuplé de créatures surnaturelles. Et elle va très vite rencontrer Raphaël, donc, qui est un personnage important dans l'histoire, mais je vous en dirai pas plus, et qui fait partie cependant du conseil en fait des chefs de clan, puisqu'en fait juste avant ça il y avait la guerre entre les différentes races et depuis ils ont fait une trêve et ont monté un conseil avec chaque chef de clan pour vivre dans la paix et essayer de s'aider les uns les autres plutôt que d'être toujours sur le dos les uns des autres. Voilà. Donc elle va être embauchée par ce conseil de par ses pouvoirs qu'elle a en tant que sorcière et son passé, à savoir que euh, c'est une tueuse professionnelle. Voilà, elle ne veut pas trop replonger là-dedans, mais elle va vite se rendre compte qu'elle ne va pas forcément avoir le choix puisque plusieurs personnes disparaissent et elle va se retrouver impliquée jusqu'au cou dans cette histoire hors de sa volonté. Ce que j'ai beaucoup aimé dans Rebecca Keane, c'est le fait qu'elle soit maman. C'est quelque chose qu'on voit quasiment jamais dans l'urban fantasy ou dans la beat lit. Parce que souvent nos héroïnes, c'est soit des humaines qui se font transformer en vampires, ou en loup-garou, ou voilà, ou des petites jeunes, donc elles n'ont pas lieu de connaître la maternité. Alors que Rebecca étant sorcière et humaine, voilà, elle a eu une enfant il y a 10 ans, qui est très particulière, qui est très attachante, qui a 10 ans effectivement. Et, euh, et voilà, et donc ça change vraiment et on voit, ça permet aussi de dévoiler le caractère de Rebecca. Elle a vraiment un tempérament bien trempé, elle fonce dedans, elle protège sa famille, elle protège ses valeurs, les gens qu'elle aime. Et c'est quelqu'un de vraiment attachante malgré la froideur qu'elle peut laisser transparaître quand elle est en public.
En tout cas, c'est un livre que je regrette pas du tout, que je suis contente d'avoir découvert et je pense que le tome 2 qui est dans ma bibliothèque atterrira très très vite dans les mains. Voilà, donc pour le premier livre du mois d'avril. Ensuite, j'ai lu donc de la jeunesse fantasy, le premier tome des Chroniques du monde émergé, le livre 1 donc de Licia Troisi qui s'appelle Les Terres du Vent. Voilà, Naïl de la Terre du Vent de Licia Troisi. Donc de la jeunesse fantasy, la série c'est une trilogie. Elle est passée en best-seller dernièrement aux éditions Pocket Junior, Pocket Jeunesse. Et voilà, c'est assez intéressant. C'est vrai qu'on reconnaît que c'est de la jeunesse dans l'écriture, dans le fait qu'au niveau des aventures, elles sont assez vite résolues. Euh, on survole en fait en gros tout ce qui peut se passer. Mais il y a de l'exploitation. Les personnages sont assez intéressants. Donc ce tome-ci, on se focalise surtout sur Niall. Donc c'est la jeune fille qui est en couverture. Donc c'est une jeune fille qui a les cheveux bleus, les yeux violets. Et en fait, c'est la dernière demi-elfe de son peuple qui a été épargnée. Donc ça m'avait un peu rappelé Harry Potter à ce niveau-là. Et elle va être recueillie par son père adoptif, en fait, qui est un armurier très très connu dans la ville de la Terre du Vent. Et en fait, Niall, c'est quelqu'un qui est très garçon manqué, qui adore se combattre, et son rêve, c'est de devenir chevalier. Et un jour, lors d'un duel, elle va rencontrer un jeune mage, Sénar, qui va gagner le combat, et ça va lui donner envie de découvrir la magie pour pouvoir l'allier à ses techniques de combat. Donc elle va partir chez sa tante qui est une magicienne, qui va lui apprendre un petit peu à s'ouvrir à la nature. C'est ainsi qu'elle va également découvrir d'autres peuples de la forêt, de l'univers, du monde. Et par la suite, elle arrivera à rentrer dans l'académie pour devenir chevalier. Et suite à ça, donc il va y avoir pas mal de péripéties qui vont lui arriver, euh, principalement par sa faute, parce que Niall, donc là elle est toute jeune, elle a 15 ou 16 ans, et il faut dire, elle est vraiment tête à claque. Elle est bornée, elle est entêtée, elle en fait comme elle veut, elle fait comme elle veut. Et elle tient pas compte de ce qu'on peut lui dire, des recommandations, du fait de faire attention, de ne pas désobéir. Elle le fait. Elle s'en fout complet et du coup, bah, elle se retrouve dans la merde. Voilà, elle risque sa vie, elle risque la vie des autres, elle réfléchit pas du tout. Donc c'est vrai que ce côté-là, au bout d'un moment, ça m'a un peu agacée. Et puis je me suis dit que finalement, vu que c'est une trilogie, je pense que l'auteur va la faire mûrir assez rapidement à partir du tome 2, ce que j'espère. Et on verra par la suite. Sinon, que dire, je suis assez contente de cette lecture. Je m'attendais à mieux parce que j'avais vu pas mal d'avis positifs là-dessus. Et en fait, j'étais contente, mais je m'attendais à être plus enthousiaste que ça. Voilà. Ouais, voilà, voilà. Ensuite, ma lecture suivante, c'était le week-end dernier. En fait, c'est vrai que je me rends compte que j'ai pas beaucoup lu en 3 4 semaines. Mais bon, j'ai eu pas mal de choses à faire à côté, donc c'est vrai que j'avais perdu un peu le rythme. Et puis le week-end dernier, il y a 10 jours, je me suis lancée dans un petit marathon lecture, histoire de me replonger dedans. Et du coup, j'ai réussi à lire un livre en un week-end. Donc il s'agit de Mantax, le tome 1 de la saga Ténébrae de Dany Jesuen, aux éditions Infinite Acacia. Donc c'est un livre qui m'a été envoyé par l'auteur, que je remercie pour sa confiance, que j'ai pris du temps à lire, parce que je l'avais reçu en février, je lui avais promis de le lire sous un mois, et puis finalement j'ai été débordée, et j'ai oublié que je l'avais mis de côté en fait pour le lire rapidement. Et du coup, bon, bah, j'ai rattrapé le retard assez vite, parce que c'est vrai que c'est un livre qui fait à peu près 250 pages, c'est au niveau de la police, c'est assez serré. Mais ça se lit relativement vite, les chapitres sont courts de mémoire et tout s'enchaîne assez vite. Donc là, il s'agit de science-fiction. En fait, Mantax, c'est un vaisseau qui a été programmé par Tom dans le but de le servir de s'en servir pour l'armée. Et un jour, alors il voulait faire une démonstration et qu'il y avait la femme qui a financé le projet, qui s'appelle Margaret, euh, il y a eu un souci en fait, et du coup Margaret et Tom se retrouvent enfermés dans Mantax. Et
Mantax est vraiment très intelligent, c'est une intelligence artificielle et il réagit très vite aux attaques, etc. Et donc l'armée qui est en dehors, je crois, tente de calmer le jeu, mais n'y arrive pas. Et du coup, Tom décide d'envoyer Mantax hors de la galaxie pour éviter tout simplement une grosse apocalypse sur Terre. Donc ils font un voyage dans le temps, ils traversent une faille spatio-temporelle, et là ils se retrouvent dans l'univers, à découvrir des planètes, à rencontrer plein de dangers, plein de créatures inconnues, des extraterrestres, etc. Euh, Moi je suis pas très fan de la science-fiction, mais j'étais assez curieuse parce que c'est vrai que la quatrième de couverture me donnait envie. Euh, j'ai trouvé ça sympa, mais j'ai pas tout compris au niveau des termes. Dès que c'est trop technique ou scientifique, moi je suis complètement larguée. Et du coup, j'essaie de passer outre. Donc on comprend quand même, hein, c'est pas essentiel à la compréhension de l'histoire, mais j'étais pas forcément à l'aise. À la base, c'est un bon projet. J'ai trouvé quand même que, je sais pas comment dire, les extraterrestres sont très intelligents, c'est-à-dire que ils apprennent très vite la langue française, puisque le Danny Zuan est un français, enfin, l'auteur est, voilà, il est originaire du Rwanda et il vit à Bruxelles depuis une vingtaine d'années bientôt. Donc c'était aussi intéressant d'avoir un point de vue d'un auteur français. Et, et donc voilà, donc au niveau des extraterrestres, excusez-moi, au niveau des extraterrestres, ils apprennent très vite la langue française. En fait, je me suis dit, c'est dommage que depuis le temps que les Français même les hommes, hein, en général de la planète Terre, on va dire, des recherches, font des expériences, etc., qui n'aient pas encore trouvé un moyen de décoder les langues qui puissent être en dehors de notre planète. Donc ça peut paraître ridicule ce que je dis, je m'entends après vous avoir parlé, mais c'est pas grave, c'est dit, et voilà. Et dans le sens où, en fait, les extraterrestres, eux, arrivent vraiment à apprendre la langue française très rapidement, alors qu'ils sont jamais venus sur Terre et ils s'acclimatent tout de suite de n'importe quel étranger. Voilà. Tenebrae, moi je suis pas fan, mais ceux qui aiment la SF, n'hésitez pas. Il y a Kevin Croton qui a eu un très très bon avis sur les livres, donc je vous encourage à aller lire sa chronique. Si je m'en rappelle, je vous la mets en lien pareil, dans la vidéo de YouTube pour que vous alliez la lire. Elle sera un peu plus enthousiaste que la mienne. Ouais, voilà. Enfin, enfin, j'ai terminé le passage de Justine Cronin. Vous vous rappelez ce fameux pavé que je me traîne depuis des semaines, que je vous avais présenté en février, qui pèse son poids et que j'ai commencé un petit peu à abîmer. Il va falloir que je le répare. Voilà, je crois que il tire un peu la gueule là, par là, voilà, il est tout abîmé. Mais bon, c'est pas grave. On va le recoller, on va faire attention à lui. Petite opération chirurgicale et ça ira mieux. Je pète un plomb, c'est pas grave. Alors, on va accélérer parce que ça fait déjà plus de 10 minutes là. Mais bon, c'est le dernier livre que je dois vous présenter. Je pense que ce sera le plus long parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, sachant que j'ai pas encore écrit la chronique écrite. Donc, comme vous savez, j'avais commencé ce livre en février. J'avais lu à peu près 200 pages. Je l'avais mis en pause parce que j'étais frustrée de ne pas lire autre chose à côté. Et puis là, j'ai pris, depuis dimanche dernier, je me suis dit, allez, remets-toi-y. Puis c'est fait que je suis tombée malade. Donc ça m'a laissé pas mal de temps quand même pour lire, voilà, entre deux dodos, on va dire, pour récupérer. Et je l'ai pu le terminer hier, donc je suis plus que ravie. À partir du moment où j'ai atteint la 250e page, j'ai vraiment eu du mal à le reposer. Vraiment, vraiment superbe lecture. Il est fait en plusieurs parties, je crois qu'il y a 11 parties au total de mémoire. Et la première est la plus longue, elle fait, je sais pas, 275 pages à peu près. Et en fait, elle est super importante parce qu'elle présente le projet. Donc le projet qui a été mis en place par l'armée et qui était de créer des virus et de les inséminer dans certains hommes, donc des hommes qui sont condamnés à mort, pour en créer des vampires. Donc ici, les vampires sont appelés Virules, Dracules, Fumes. Voilà, ils ont plusieurs noms en fonction de leurs conditions. Donc il y a 12 cobayes à, à ce projet. Et il y a le cobaye numéro 0 qui...
comment vous dire sans vous dévoiler, qui est un élément très important. Je ne peux pas vous en dire plus. Donc on découvre tous ces gens, on découvre les gens de l'armée, on découvre donc les personnes condamnées à mort, ce qu'elles ont fait, dans quelles conditions, pourquoi. On découvre aussi une petite fille donc, qui est Amy, qui est la fille de nulle part. On la découvre quand elle a 6 ans, quand elle se fait déposer dans un couvent par sa maman qui s'enfuit et qui l'abandonne et qu'elle sera recueillie par la sœur Lacey. Et, et, et qu'en fait l'armée recherche cette petite fille également et du coup elle sera par la suite une fois que le FBI en fait sera au couvent, elle va être prise en charge par un homme, Volgast, qui va vraiment s'attacher à elle comme à sa propre fille et qui va essayer de la sauver de l'armée, mais bon, ça va être plus compliqué que ça. Donc la première partie, elle tourne autour de ça, on ne s'y perd pas au niveau des personnages, il y en a beaucoup, mais c'est toujours très bien expliqué, les dialogues sont très très interactifs, super animés, vraiment, j'avais l'impression à chaque fois d'être à côté de tous les personnages, tout au long de ma lecture, que ce soit dans cette partie ou dans les suivantes. Après cette première partie, en fait, on est projeté quasiment 100 ans après. Donc on se retrouve dans les années à peu près 2100. L'apocalypse est passé par là. Les vampires donc, se sont décuplés. Il y a plus de 40 millions de virules sur Terre. Il n'y a quasiment plus aucune ville remplie d'humains. Mais seulement maintenant, c'est des petites colonies qui réussissent à lutter tous les jours contre l'invasion des virules. Leur principale arme étant la lumière. Et on va s'approcher d'une colonie de plusieurs centaines de personnes et on va s'intéresser à peu près 7-8 personnes d'un groupe et on va suivre leur parcours. On va voir comment ils arrivent à s'alimenter, à s'équiper, voilà, à vivre, à survivre dans ce nouveau monde. Donc ça, c'était super bien au niveau des descriptions post-apo, j'ai adoré. J'ai beaucoup pensé à Walking Dead parce que voilà, c'est un peu ma référence en matière de post-apocalypse. Et vraiment, je m'y croyais à fond, quoi. C'était angoissant. L'auteur, il arrive vraiment à faire monter le stress crescendo. Et il n'y a pas tout le temps des attaques, mais il y a vraiment une atmosphère. Et voilà, du suspense. Et il sait vraiment doser les mots. La traduction, elle est vraiment super bien ajusté, il y a vraiment rien à dire là-dessus. Je sais pas qui c'est qui a traduit, mais vraiment bravo à lui ou à elle. C'est un Dominique Haas, donc ça ne nous dit pas si c'est un monsieur ou une madame. Mais en tout cas, un super travail fourni à ce niveau-là. Ensuite, j'ai quand même trouvé qu'il y avait quelques longueurs en milieu de récit. Principalement quand on découvre donc le petit groupe qu'on va suivre jusqu'à la fin du livre. Voilà, faut savoir quoi ils mangent, etc. Il y avait quelques journées que moi j'aurais bien fait sauter, hein, personnellement. Surtout sur un gros livre de presque 1000 pages, voilà. C'était pas forcément nécessaire, mais bon, ça permettait un petit peu de refaire descendre le stress et de dire allez, on se calme et après on repart, etc. Après, il y a des scènes qui m'ont complètement émue. Pas forcément des scènes de mort, mais voilà, des scènes au niveau des relations humaines, du partage entre les survivants. Et voilà, ça m'a émue vraiment jusqu'aux larmes. Il y a eu une ou deux fois où j'avais des frissons et j'étais vraiment prise dans l'histoire. Voilà, en gros, ce que je peux vous dire. J'espère que, malgré tout, malgré la taille du livre, le pavé, sachant qu'il est sorti en livre de poche, qu'il fait plus de 1000 pages, je crois 1100 pages en livre de poche, j'espère quand même que vous aurez l'occasion de le lire, je vous le recommande chaudement. C'est un thriller fantastique qui vaut la peine de faire le détour. En plus, la couverture, bon, vous la connaissez maintenant, mais elle est vraiment super belle. Le tome 2 sort aux éditions Robert Laffont le 7 mai. Il s'appellera Les 12 et donc il se penchera sur les créateurs, en fait, les premiers vampires de l'histoire. Voilà, donc là, c'est pas du tout aussi des vampires forcément sexy à tomber par terre comme on peut voir dans la Bitlit. Là, c'est vraiment des personnes sans âme, complètement difformes, avec un cou qui peut faire un 360 degrés. Les dents, c'est des dents complètement acérées. Ils ont des longues mains toutes trapues. Ils sont pas beaux à voir, mais ouais.
Mais en tout cas, superbe lecture. Voilà. Donc, ça, c'était mon dernier livre lu cette semaine. Et du coup, après ça, j'avais besoin d'une petite lecture pour me détendre, pour me dire, pas replonger dans un gros pavé de suite. Et du coup, je me suis pris Alpha et Oméga, le tome 3, Jeu de piste, de Patricia Briggs aux éditions Milady. Donc, c'est le dernier tome de la saga de loup-garou d'Alpha et Oméga. Euh, il y a eu 3 tomes, plus le tome 0 en fait, qui présente Anna, donc c'est l'héroïne principale. Moi j'adore. Là je n'ai pas lu énormément, donc je ne peux pas encore dire si j'adore celui-là, mais les 3 premiers livres étaient vraiment quasiment des coups de cœur. Je suis vraiment tombée amoureuse de Charles et Anna, c'est des personnages que j'adore, que je chéris profondément, et j'espère qu'ils me feront découvrir encore de belles aventures ici. Donc ça m'ennuie de savoir que c'est le dernier tome, mais bon, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Et puis, n'importe comment, je sais que j'ai encore des tomes de Mercy Thompson à lire et que c'est dans le même univers et que du coup, c'est un peu la même famille. Donc voilà. Je vous en dirai plus la semaine prochaine. Sur Alpha et Oméga. Je suis pas habituée à faire des longues vidéos, du coup, je sens que je commence un peu à fatiguer. Et donc, suite à Alpha et Oméga, je vais lire. En fait, je vais me faire un petit planning parce que fin mai, c'est les Imaginales et qu'il y a pas mal d'auteurs que je vais rencontrer et que j'ai pas mal de livres donc, à lire avant d'en parler aux auteurs. Donc, je commence dès la semaine prochaine mon petit marathon Imaginal. Et le premier livre que je vais lire sera une lecture commune avec Everbook. Et ce sera Le Puits des Mémoires, le tome 1, La Traque de Gabriel Katz. Donc ce livre, j'en ai beaucoup entendu parler par Lani Labouk et par Petite Troll. Une série fantasy en 3 tomes pour adultes, je crois. Adultes ou Scrinéo, ouais, je pense pas qu'il fasse que de la jeunesse. Euh, et apparemment, c'est vraiment, vraiment prenant, très émouvant, plein de bonnes surprises. Enfin, de bonnes. En tout cas, voilà, le lecteur est très vite addict de cette série, donc il me tarde de le découvrir. Et voilà, et c'est tout pour cette semaine. J'ai fait le tour. Si je voulais juste vous montrer du coup, parce que le Puits des Mémoires, je l'ai acheté cette semaine, donc je voulais aussi vous montrer l'autre livre que j'ai acheté au passage, donc en occasion sur Gilbert Joseph. Il s'agit du tome 1 de Louis le Gallou de Jean-Luc Marcastel. Donc, Jean-Luc Marcastel, c'est un auteur que j'ai découvert à travers Le Dernier Hiver, que j'avais rencontré l'année dernière en salon et que j'apprécie énormément. Enfin, que j'apprécie sa plume et j'avais très envie de découvrir sa série jeunesse. Donc, c'est un tout petit livre. Je pense que j'essaierai de le caser assez rapidement, soit en parallèle depuis des mémoires, soit après. Mais voilà, donc une petite histoire de loup-garou. Voilà, cette fois-ci, c'est tout bon. Je vous laisse. Je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt.